Je me tenais là, sous la pluie battante de Paris, le cœur en miettes, quand Émilie m'a attrapé par le bras et m'a forcé à la regarder dans les yeux. Juliette, tu ne peux pas partir comme ça. Ton secret, c'est aussi le mien maintenant, a-t-elle crié, sa voix brisée par les sanglots et le vent. Et à cet instant, j'ai su que tout ce que j'avais construit s'effondrait, comme les tours de cartes que nous bâtissions enfants. La pluie tombait sans relâche sur les pavés glissants de la rue de Rivoli, transformant la ville lumière en un tableau flou et mélancolique. J'étais Juliette Moreau, une jeune femme de 28 ans, vivant dans un petit appartement du Marais, où les murs anciens gardaient mes secrets comme des confidents muets. Émilie Laurent, ma meilleure amie depuis l'université, était la seule personne à qui j'avais confié une partie de moi-même. Cette partie que la société française, malgré ses airs progressistes, jugeait encore avec suspicion dans certains cercles conservateurs. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, lors d'un cours de littérature espagnole ironie du sort, car Émilie avait des racines andalouses, héritées de sa mère venue de Séville. Ses yeux sombres, sa peau olivâtre et son tempérament passionné trahissaient cette origine, contrastant avec ma blondeur fade et mon calme apparent, typiquement parisien. Elle était vive, impulsive, capable de transformer une soirée banale en une aventure épique, tandis que je préférais les silences des bibliothèques et les promenades solitaires le long de la Seine. Ce soir-là, tout avait commencé par un appel affolé d'Émilie. « Viens vite. Juliette. J'ai besoin de toi. » avait-elle hurlé au téléphone, sa voix tremblante comme si le monde s'écroulait. J'avais abandonné mon manuscrit en cours, j'étais écrivaine freelance, spécialisée dans les romans historiques, et je m'étais précipitée chez elle, dans son loft du quartier latin. En entrant, l'air était chargé d'une tension palpable, comme avant un orage. Émilie était assise sur le sol, entourée de photos éparpillées, des lettres froissées et un journal intime ouvert. Ses cheveux noirs, d'habitude impeccablement coiffés, étaient en désordre, et ses yeux rougis par les larmes. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, le cœur battant, en m'agenouillant près d'elle. Elle a levé la tête, et son regard m'a transpercé comme une lame. « J'ai trouvé ça dans les affaires de ma mère. Elle savait pour nous. Pour toi. » Ces mots m'ont figé. « Nous », ai-je répété, la gorge serrée. Émilie et moi n'étions pas « nous » au sens romantique. Du moins pas officiellement. Mais au fil des ans, une affection profonde s'était installée, teintée d'une ambiguïté que nous n'osions pas nommer. J'étais lesbienne, un secret que je gardais jalousement depuis l'adolescence, après une rupture douloureuse avec une fille de mon lycée qui m'avait laissé briser. Émilie le savait, elle était la seule. « Ta mère ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ?» ai-je insisté, ramassant une photo jaunie où l'on nous voyait, Émilie et moi, enlacés lors d'un voyage à Barcelone, riant aux éclats sous le soleil catalan. C'était il y a 5 ans. Un moment d'innocence où nos cœurs battaient à l'unisson sans que nous l'admettions. Émilie a secoué la tête, les larmes coulant librement. Elle m'a écrit une lettre avant de mourir l'année dernière. Elle dit que je dois me méfier de toi. Que ton mode de vie pourrait me détruire. Elle menace de révéler ton secret à ta famille si je ne m'éloigne pas. Mon sang s'est glacé. Ma famille. Des bourgeois catholiques de Provence,
ignorait tout. Mon père. Un avocat rigide. M'aurait renié, ma mère. Fragile. En aurais-tu le cœur brisé. Mais pourquoi, ai-je murmuré. La voix tremblante. Émilie a hésité. Puis elle a sorti une autre lettre. Plus récente. Parce qu'elle pensait que j'étais comme toi. Et elle ne voulait pas que je suive ce chemin. Ces mots ont résonné comme un aveu. Était-ce possible? Émilie. Avec ses flirts incessants avec des hommes. Cachait-elle la même vérité? La soirée s'est transformée en un tourbillon d'émotions. Nous avons parlé des heures. Revivant nos souvenirs, les nuits passées à discuter de Garcia Lorca et de ses poèmes passionnés. Les danses folles dans les bars de Chuca à Madrid. Où j'avais osé l'embrasser sur la joue. Le cœur en feu. Émilie avoua que sa mère, imprégnée de la culture espagnole conservatrice, avait toujours craint pour elle, la voyant trop proche de moi. Mais au milieu de ses confessions, une ombre planait. Émilie. Dans sa panique, avait-elle déjà parlé? Avait-elle, pour se protéger, menacé de révéler mon secret? Je sentais une fissure dans notre amitié. Une trahison naissante. Promets-moi que tu ne diras rien. Ai-je supplié. Elle a hoché la tête. Mais son regard fuyant m'a alarmé. Le lendemain, les choses ont empiré. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message anonyme glissé sous ma porte. Ton secret n'est plus sûr. Attention à qui tu fais confiance. Mon monde vacillait. Était-ce Émilie? Ou quelqu'un d'autre? Je l'ai appelée. Furieuse. C'est toi. Tu me menaces, ai-je crié. Elle a nié. Blessée. Mais le doute s'installait. Poison lent dans nos veines. Nos rencontres devinrent tendues. Chargées de non-dits. Émilie, avec son tempérament espagnol, explosait en accusations. Tu me crois capable de te trahir? Après tout ce qu'on a vécu? Et moi? Rongée par la peur, je m'éloignais, construisant des murs autour de mon cœur. Pourtant, au fond de moi, une flamme persistait. Un amour inavoué qui me torturait. Un soir, lors d'une fête chez des amis communs, la tension a éclaté. Émilie, ivre de vin rouge, m'a confrontée dans un coin sombre. Juliette, je t'aime. C'est pour ça que ma mère avait peur. Elle l'avait vu avant moi. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Mais au lieu de joie, la colère a surgi. Et tu menaces mon secret pour me garder? C'est de la manipulation, ai-je répliqué. Les larmes aux yeux. Elle a reculé. Choquée. Je n'ai rien fait. C'est peut-être ta propre paranoïa. La dispute a attiré les regards. Et j'ai fui dans la nuit parisienne. Le cœur en lambeaux. Était-ce le début de la fin? Les jours suivants furent un tourment incessant. Paris, avec ses cafés animés et ses boulevards élégants, me semblait soudain hostile. Comme si chaque passant connaissait mon secret. Je passais mes nuits à relire les lettres d'Émilie, cherchant des indices de trahison. Sa mère, cette femme que j'avais à peine connue, hantait mes pensées. Une Espagnole fière, venue à Paris pour l'amour, mais restée ancrée dans ses traditions catholiques rigoristes. Émilie m'appelait sans cesse, laissant des messages suppliants. Juliette,
Parlons-en. Je ne te ferai jamais de mal. Mais la peur me paralysait. Mon secret? Cette part de moi que j'avais enfouie pour survivre dans une société où l'acceptation n'était pas toujours acquise, était menacée. J'imaginais ma famille apprenant la vérité, les regards déçus, les silences accusateurs. Mon frère aîné, marié et père de famille, me tournerait le dos, ma sœur, plus libérale, essaierait de comprendre, mais en vain. Pour me distraire, je me plongeais dans l'écriture. Mon roman en cours, inspiré de l'histoire de Federico Garcia Lorca, explorait les thèmes de l'amour interdit et de la persécution. Ironie cruelle. Car Lorca, assassiné sous Franco pour son homosexualité, résonnait avec ma propre lutte intérieure. Émilie m'avait introduite à sa poésie lors de notre voyage en Espagne, où nous avions visité Grenade et marché dans les jardins de l'Alhambra. Main dans la main, comme des amantes secrètes. Un après-midi, alors que j'errais dans le jardin du Luxembourg, je reçus un appel anonyme. Une voix déformée murmura, « Émilie, c'est tout. Elle va tout dire si tu ne reviens pas. » Mon sang se glaça. Était-ce un chantage? Je raccrochai, tremblante, et courus chez elle, prête à l'affronter. En arrivant, je la trouvai en compagnie d'une femme inconnue, une Espagnole aux traits similaires aux siens, sa cousine, venue de Madrid. Elle riait. Mais en me voyant, Émilie pâlit. « Juliette. Qu'est-ce qui t'amène ?» demanda-t-elle. Nerveuse. Je brandis mon téléphone. Ça. Des menaces. C'est toi. N'est-ce pas? Pour me forcer à admettre mes sentiments? La cousine, Maria, nous regarda avec surprise. Émilie explosa, « Tu es folle. Je n'ai rien à voir avec ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui nous veut du mal. » Maria intervint. Avec un accent chantant, « Calmez-vous. En Espagne, on dit que l'amour rend aveugle. Mais la peur rend paranoïaque. » Ces mots, imprégnés de sagesse populaire, me firent douter. Était-ce possible que le vrai ennemi soit ailleurs? Peut-être un ex d'Émilie? Jaloux de notre proximité? La soirée se transforma en une confession collective. Maria raconta l'histoire de sa famille. Marquée par les secrets, son grand-père, républicain pendant la guerre civile, avait caché son orientation pour survivre. Les secrets nous détruisent de l'intérieur, conclut-elle. Émilie, les yeux brillants. Avoua enfin, Juliette. Je t'aime depuis des années. Mais j'avais peur. Comme ma mère. Mon cœur se serra. J'aimais Émilie. D'un amour profond et tourmenté. Mais la trahison perçue m'empêchait de l'admettre. Et si tu me trahis pour de bon, murmurai-je. Elle secoua la tête, jamais. Mais si tu ne me crois pas, alors tout est perdu. Les jours suivants, les menaces continuèrent, des emails anonymes, des lettres glissées sous ma porte. Je commençai à enquêter, contactant un ami informaticien pour tracer les appels. Pendant ce temps, Émilie et moi nous voyions en secret, nos rencontres chargées d'une tension électrique. Un baiser volé dans un parc, un regard prolongé dans un café, tout était teinté de danger et de passion. Mais le doute persistait. Lors d'une dispute violente, Émilie cria,
peut-être que je devrais tout révéler moi-même. Pour te forcer à affronter la vérité. Ces mots me blessèrent comme une dague. Était-ce une menace réelle? Je partis en claquant la porte, jurant de ne plus la revoir. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que sans elle, ma vie serait vide. Paris sans Émilie était grise, sans saveur. Je repensais à nos voyages, Séville pendant la feria, où nous avions dansé le flamenco jusqu'à l'aube, nos corps frôlant l'interdit. Était-ce de l'amour? Ou une illusion? Un soir, seul dans mon appartement, je reçus un paquet, des photos intimes de nous deux, prises à notre insu. Le message joint, si tu ne paies pas, tout le monde saura. Ce n'était pas Émilie, c'était un chantage extérieur. Mon monde basculait à nouveau. La révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Les photos, granuleuses mais claires, nous montraient Émilie et moi lors de moments privés, un câlin trop long sur une plage normande, un regard complice dans un restaurant. Qui pouvait être derrière ça? Pas Émilie. Surlit son visage sur les images trahissait la même surprise innocente. Je l'appelai immédiatement, la voix tremblante. Viens chez moi. C'est urgent. Elle arriva en moins d'une heure, essoufflée, les yeux emplis d'inquiétude. En voyant les photos, elle blêmit. Mon Dieu! Juliette! Qui a fait ça? Nous passâmes la nuit à spéculer. Était-ce un collègue jaloux? Un ex-amant d'Émilie? Furieux de notre proximité? Ou pire? Quelqu'un de ma famille qui avait deviné? Émilie, avec son flair espagnol pour le drame, suggéra, c'est comme dans un roman de Lorca, la passion attire la tragédie. Pour la première fois depuis des semaines, nous nous rapprochâmes vraiment. Assise sur mon canapé, mains enlacées, nous revivîmes notre histoire. Émilie parla de son enfance partagée entre Paris et Séville, où les fêtes religieuses masquaient les secrets familiaux. Ma mère m'a élevée dans la peur du jugement. Mais toi, Juliette, tu m'as libérée. Je confessai mes peurs, l'adolescence solitaire, la première amour brisée, la décision de cacher ma sexualité pour protéger ma carrière et ma famille. Avec toi, j'ai entrevu la liberté. Mais maintenant, tout est en danger. Nos larmes se mêlèrent. Et dans un moment de vulnérabilité, nos lèvres se frôlèrent un baiser chaste, chargé d'émotions refoulées. Le lendemain, nous décidâmes d'agir. Mon ami informaticien traça les emails jusqu'à une adresse IP locale. À notre stupeur, elle menait à un café internet près de chez Maria, la cousine d'Émilie. Impossible, s'exclama Émilie. Mais le doute s'insinua à nouveau. Nous confrontâmes Maria lors d'un dîner tendu dans un bistrot du quartier latin. Elle nia farouchement, pourquoi ferais-je ça? Je vous soutiens. Mais ses yeux fuyants la trahissaient. Sous la pression, elle avoua, c'était pour vous forcer à affronter vos sentiments. En Espagne, on dit que le feu purifie. Je pensais que la peur vous unirait. La trahison me submergea. Émilie, choquée, cria, tu as ruiné notre vie. Pour un bien supposé? Maria pleura, je voyais Émilie souffrir en silence. Je voulais l'aider. C'était une trahison bien intentionnée, mais destructrice. Nous partîmes.
laissant Maria seule avec ses regrets. Cet événement marqua un tournant. Émilie et moi, unis contre l'adversité, commençâmes à explorer nos sentiments ouvertement. Des promenades main dans la main le long de la Seine, des dîners romantiques dans des brasseries cachées. Pourtant, le secret pesait encore. Ma famille ignorait tout. Et la société parisienne, bien que tolérante, pouvait être cruelle. Un jour, lors d'une visite surprise de ma mère, les choses faillirent basculer. Elle trouva une photo d'Émilie et moi, enlacés. « Qui est cette fille ?» demanda-t-elle. Suspicieuse. Je mentis, juste une amie. Mais le mensonge me rongeait. Émilie, sentant ma détresse, proposa, affrontons-les ensemble. Mais j'hésitais, terrorisée par le rejet. Nos disputes reprirent, elle, impulsive, voulait la vérité, moi, prudente, craignait les conséquences. Tu me demandes de vivre dans l'ombre éternellement, pleurait-elle. Le climax survint lors d'un voyage improvisé à Nice, pour échapper à Paris. Sur la promenade des Anglais, sous un soleil méditerranéen rappelant l'Espagne, Émilie me confronta, choisis, moi. Ou ton secret. Les vagues crachaient leur écume, miroir de mon tumulte intérieur. Je rentrai seule, brisée. Émilie resta sur la côte, blessée. Les semaines suivantes furent un enfer, appels manqués, messages ignorés. Je me noyais dans l'écriture, transformant notre histoire en un roman fictif, imprégné de passion et de trahison. Puis, un appel de l'hôpital, Émilie avait eu un accident mineur, une chute en vélo. Je me précipitai à son chevet. En la voyant, pâle mais vivante, tout s'effondra. Je t'aime, Émilie. Je ne peux plus cacher, murmurai-je. Elle sourit faiblement, alors, disons la vérité. Ensemble. De retour à Paris, nous préparâmes notre coming out. Ce ne serait pas facile, ma famille, ancrée dans ses valeurs traditionnelles, risquait de réagir violemment. Émilie, forte de son héritage espagnol où la passion l'emporte souvent sur la raison, me soutenait, comme dans les corridas. Il faut affronter le taureau. Nous commençâmes par des amis proches. Lors d'une soirée au Marais, quartier symbole de la communauté LGBT, nous annonçâmes notre relation. Les réactions furent mitigées, joie pour certains, surprise pour d'autres. Un ami conservateur s'éloigna, murmurant des jugements. Mais la majorité nous embrassa. Le vrai test vint avec ma famille. J'invitai mes parents à dîner dans un restaurant élégant près de l'opéra. Émilie était à mes côtés, nerveuse mais déterminée. Après le plat principal, je pris une profonde inspiration. Maman, papa, je dois vous dire quelque chose. Je suis lesbienne, et Émilie est plus qu'une amie. Nous nous aimons. Le silence fut assourdissant. Mon père, rouge de colère, se leva, c'est une phase. Tu nous déshonores. Ma mère pleura, comment as-tu pu nous cacher ça? Émilie intervint calmement, monsieur. Madame Moreau. L'amour n'est pas un choix. Juliette est la même fille que vous avez élevée. La dispute éclata,
Accusation de perversion? Référence à la Bible. Souvenir d'une éducation stricte. Je pleurais. Défendant notre amour, c'est réel? Profond. Comme l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Mon père partit en claquant la porte, ma mère resta hésitante. Les jours suivants furent chaotiques. Mon père m'ignora. Ma mère appela en sanglots. Émilie me consolait, donne-leur du temps. En Espagne, les familles finissent par pardonner. Maria, rongée par la culpabilité, nous aida en envoyant des lettres apaisantes, rappelant des histoires de réconciliation familiale. Pendant ce temps, notre relation s'épanouit. Nous voyageâmes en Espagne, visitant Séville où Émilie me montra les patios fleuris et les spectacles de flamenco. Dans une petite plaza, sous les étoiles, nous échangeâmes des vœux silencieux, nos cœurs enfin libres. Mais un nouveau conflit surgit, un éditeur intéressé par mon roman exigea des changements pour le rendre plus acceptable. Atténuer l'aspect lesbien? Dit-il. Je refusai, fidèle à ma vérité. Émilie me soutint, ton art est ton arme. La publication du livre déclencha une controverse. Des critiques conservateurs l'attaquèrent, accusant de propagande. Mais d'autres, progressistes, le louèrent pour sa sincérité. Ma famille lut le roman, une version romancée de notre histoire, et cela planta les graines du changement. Mon père, après des mois de silence, m'appela, j'ai lu ton livre. Je ne comprends pas tout. Mais je vois ta douleur. Peut-on parler? La réunion fut émouvante, larmes, excuses, promesses d'essayer. Ma mère, plus ouverte, embrassa Émilie. Pourtant, tout n'était pas rose. Des amis perdus, des regards hostiles dans la rue, la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches d'intolérance. Émilie et moi affrontions cela ensemble, notre amour forgé dans le feu des épreuves. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, nous marchâmes main dans la main. Symbole de résilience. Émilie murmura, regarde ce que nous avons surmonté. Les années passèrent, et notre histoire devint un témoignage de persévérance. Paris, avec ses saisons changeantes, reflétait nos hauts et bas, les printemps fleuris de joie, les hivers rigoureux de doute. Émilie et moi emménageâmes ensemble dans un appartement surplombant la Seine, où les lumières de la ville scintillaient comme des promesses. Mon roman connut un succès modeste, inspirant d'autres à partager leurs secrets. Émilie, graphiste talentueuse, illustra mon prochain livre, infusant ses dessins d'influence espagnole, arabesque et couleurs vives rappelant l'Alhambra. Mais la vie n'épargna pas les épreuves. La mère d'Émilie, dans sa lettre posthume, avait semé des graines de discorde qui refleurissaient parfois. Lors d'une visite familiale en Espagne, des oncles conservateurs nous jugèrent, murmurant des prières. Émilie défendit notre amour avec ferveur, l'amour transcende les frontières et les traditions. De mon côté, la réconciliation avec mes parents fut progressive. Mon père, lentement, accepta Émilie comme une fille adoptive. Ma mère organisa même un dîner familial, où rire et anecdotes remplacèrent les tensions. Pourtant, un dernier secret planait, Maria, malgré ses excuses,
cachait une vérité plus profonde. Lors d'une confrontation finale à Madrid, elle avoua: j'étais amoureuse d'Émilie moi-même. La jalousie m'a poussée à ces actes stupides. Le choc fut immense. Mais Émilie, magnanime, pardonna. La famille est sacrée. Apprenons de ça. Cette révélation ferma le cercle des trahisons, nous permettant de guérir. Notre amour, testé par le feu, émergea plus fort, empreint d'une humanité profonde. Aujourd'hui, alors que je contemple Paris depuis notre balcon, Émilie à mes côtés, je mesure le chemin parcouru. Des secrets menacés aux vérités libérées. Notre histoire est un hymne à la résilience. Nous ne sommes pas parfaites, des disputes surgissent encore. Des doutes persistent, mais notre lien est inaltérable. Dans cette ville éternelle, où l'amour triomphe souvent du chaos, nous écrivons notre futur. Et si le destin nous réserve d'autres tempêtes, nous les affronterons ensemble, cœurs unis dans la danse passionnée de la vie.